Merci de cette introduction, Omar, et merci de l'invitation. Je suis donc particulièrement, comment dire, stimulée par le fait qu'il y ait des formations qui soient ouvertes au plus grand nombre pour parler de ces questions. Mais sans plus attendre, puisque je n'ai que 10 minutes et que je vais devoir gérer la frustration, je vais donc développer mon propos de façon à vous offrir quelques éléments de réflexion. Alors, mon propos est assez ingrat, on va dire, puisque en fait, je vais devoir m'atteler au fait de donner à comprendre et à entendre un terme qui, en général, suscite la répulsion, si ce n'est l'inquiétude. Enfin, il y a toute une série de sentiments par lesquels on passe dès que le mot de race est prononcé. Alors, je vais vous proposer en fait deux modalités pour que vous puissiez vous en saisir sans avoir l'impression que vous transgressez un interdit républicain majeur. D'une part, le fait de considérer que la race est un instrument de gouvernement, c'est à la fois un concept. Alors, je ne rentrerai pas dans la dimension conceptuelle puisque c'est celle qui me préoccupe plus quand je suis dans ma fonction d'enseignante. Mais ici, il s'agit plutôt effectivement d'une démarche d'éducation populaire et d'ouverture d'esprit de s'outiller pour aborder des perspectives qui, en général, sont niées dans leur réalité. Et donc, je vous propose de considérer donc la race comme un instrument de gouvernement qui donc va se traduire dans des actes, dans des textes, même si ça n'est pas de façon explicite, ça peut tout à fait l'être de façon implicite. Je rappelle que le mot était dans la Constitution et qu'il n'en a pas encore été rayé et qu'il en est fait régulièrement usage, notamment dans des arrêtés ou dans des discussions ou dans des décisions internationales. Donc là, il faut aussi sortir du précaré français pour essayer de comprendre de quoi on parle et prendre la mesure du fait que cette réalité-là, elle est aujourd'hui mondiale, elle est transnationale et ça n'est donc pas possible que la France ait réussi à ériger comme une espèce comment dire, de courant qui la préserverait de la race. Il y a bien une réalité raciale qui concerne tout un chacun et qui continue d'être absolument prépondérante dans la société telle que nous la connaissons. Donc, j'insiste sur ce point. La deuxième chose que je voulais vous proposer en termes de réflexion, c'est, vous connaissez sans doute la théorie du ruissellement qui a fait des ravages parce qu'elle est un des mécanismes centraux du déploiement du néolibéralisme. On en voit les effets les plus négatifs puisqu'en fait, c'est une théorie qui n'a jamais été efficace, qui s'est avérée complètement contraire à toutes les formes de maintien de l'État-providence et surtout de formes de droit. Imaginez-vous qu'en fait la race en tant qu'instrument de gouvernement fonctionne exactement comme la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'il y a un principe central, un principe fondateur qui est celui de la race, qui donc consiste à établir une hiérarchie entre des catégories, des propriétés, des traits qui sont en quelque sorte imposés aux personnes, auxquelles les personnes sont assignées, auxquelles les groupes sont assignés. Et à partir de ce mécanisme d'imposition de traits, de propriétés qui sont en général naturalisés, hein, ça ferait partie intégrante des personnes, ça serait inhérent aux personnes, ça serait fondamentale de ces personnes et de ces groupes. Donc c'est ainsi qu'on constitue en France, par exemple, mais pas seulement, les Arabes, les Noirs, les musulmans, musulmanes, les Tziganes et Roms, etc., etc., les Asiatiques, toutes ces catégories sont donc constituées comme étant des groupes qui ont leur cohérence, qui ont leurs traits, qui ont leurs propriétés. Et donc à partir de ce principe général, va découler un fonctionnement, donc au sens littéral du terme, hein, découler, c'est-à-dire toute une série de pratiques qui vont consister précisément à déployer en fait cet instrument de gouvernement, cet instrument de mise en ordre du monde hein, par la hiérarchie et la différenciation, par les asymétries qu'il permet, par les formes d'oppression qu'il légitime. Il va donc se déployer à travers au moins deux mécanismes
mécanismes que je propose donc de garder à l'esprit. Et c'est en cela qu'il y a une forme de ruissellement. Donc le premier niveau, ce serait celui, donc la race se déploie à travers les processus de racialisation, c'est-à-dire toute une série on pourrait dire, d'organisations systémiques ou plus ou moins informelles, d'ailleurs, peu importe, mais qui, effectivement, vont consister à désigner des groupes, à désigner des rapports sociaux, puisqu'on pourrait dire effectivement qu'il s'agit bien là pour nous de prendre conscience du rapport de force qui est engagé dans des rapports sociaux. La race est à la fois un instrument de gouvernement et elle devient un rapport social à travers la racialisation. Et donc, la racialisation opère à un niveau qu'on pourrait dire intermédiaire. En cela, il y a un début de ruissellement, en quelque sorte. Et donc, ce niveau intermédiaire, c'est celui des organisations, des institutions, des groupes organisés qui, effectivement, sont en capacité de racialiser, hein, c'est-à-dire d'imposer, d'assigner tous ces traits et toutes ces propriétés qui vont en constituer des groupes et des individus comme étant inférieurs, comme étant l'objet propre de la race, hein, c'est-à-dire d'un système d'oppression. Et donc, ça, c'est un premier niveau de fonctionnement de la race et donc de sa modalité de ruissellement. Et le second niveau, c'est un niveau qui consiste en fait à ce que, une fois la racialisation diffusée dans la société, une fois qu'elle opère, une fois qu'elle est ce vecteur de la race qui va fonctionner à de multiples niveaux, alors race à la fois qui accorde des privilèges, par exemple, hein, parce que les Blancs sont aussi, d'une certaine manière, l'anglement de la race, mais ils sont quand même là, notamment parce qu'ils sont prescripteurs et bénéficiaires de la race. Donc, être blanc, ça n'est pas un statut, ça n'est pas une couleur de peau, c'est un statut politique. C'est une position dans la hiérarchie qui permet de bénéficier de toute une série d'avantages et de privilèges indus. Et donc, au regard de cette racialisation qui donc se diffuse dans la société, parfois même devient complètement invisible, c'est-à-dire que plus personne ne remarque en fait que les rapports sociaux sont racialisés, il y a un dernier niveau de ce ruissellement, ou un niveau, on pourrait dire, plus interindividuel ou plus individuel, voire même plus subjectif, qui est celui de la racisation et qui produit des sujets racisés. Qui sont donc l'objet de la racialisation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est ce niveau-là qui va conduire à ce que cette expérience devienne pleinement tangible, pleinement éprouvée dans son corps, dans sa psychologie, dans son expérience subjective. La racisation, c'est le niveau auquel la race, à travers les processus de racialisation, devient véritablement une expérience intime, une expérience complètement, complètement explicite d'une certaine manière. Alors, on pourra revenir là-dessus, puisqu'il y a différents niveaux de conscience du fait d'être racisé. On peut être racisé sans le savoir, on peut avoir conscience d'être racisé, on peut en avoir une conscience malheureuse, on peut en avoir, ou alors une double conscience, comme dirait W.E.B. Du Bois, hein, cette façon à la fois de vivre dans un monde de blancs et puis de savoir que l'expérience que l'on fait, ça n'est pas celle des blancs. Donc, il y a être racisé, c'est effectivement ces différentes modalités d'appréhension, de compréhension et aussi de prise de conscience du fait que l'on est racisé, que la racisation en fait est venue s'imprimer à la fois dans son corps et dans son expérience sociale et dans sa vie tout court. Donc il y a différentes modalités ensuite de déploiement de cela, mais je voulais juste pour conclure peut-être insister sur le fait que cette pratique du ruissellement de la race, hein, qui effectivement opère selon des modalités successives et en même temps qui interagissent, elle est importante d'avoir à l'esprit parce qu'elle nous permet notamment de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui nient la réalité de la race. Pourquoi est-ce que des personnes peuvent nier ou en tout cas dénier à des personnes le fait de se nommer racisées, de se reconnaître comme telles?
non pas qu'il y ait un désir de se revendiquer comme tel, mais c'est beaucoup plus le fait de pouvoir formuler, de pouvoir expliciter quelque chose qui sinon est complètement ignoré délibérément et passé sous silence. Donc cette approche par la théorie du ruissellement nous permet de comprendre en quoi est-ce que quelque chose qui peut être perçu comme complètement inexistant, en fait, opère de façon redoutable. Et voilà, j'ai atteint mes 10 minutes. Et je vais essayer d'arrêter la chose. Voilà, non, elle ne veut pas s'arrêter. Et donc, pour conclure, je dirais juste qu'il est important d'avoir à l'esprit cette façon d'opérer parce qu'elle est tellement naturalisée, elle est tellement intériorisée que tout le travail de prise de conscience du rapport de force et du rapport de pouvoir qu'implique la race consiste précisément à en débusquer toutes les modalités, les plus subtiles comme les plus violentes, les plus explicites et les plus décomplexées, pour parler dans un langage qu'on connaît désormais, de façon à pouvoir déjouer les mécanismes qui vont consister à essayer de prouver aux personnes qui sont racisées et qui donc subissent la racialisation et sont donc objets de la race, qu'en fait elles ne le sont pas. Et donc c'est là qu'il y a un enjeu tout à fait majeur. Alors je rappelle pour l'anecdote que récemment, il y avait une proposition alternative qui avait été lancée et fortement relayée dans les médias, qui consistait à ne pas être racisé, mais à être racé, n'est-ce pas? On pourra y revenir si ça vous intéresse. Et on pourra se demander pourquoi est-ce qu'il faut absolument nommer les choses différemment de ce qu'elles sont, hein, et pourquoi est-ce que ces termes, aujourd'hui, ne peuvent pas être altérés sans qu'on s'interroge sur les mobiles tout à fait étranges ou en tout cas préoccupants qui conduisent à vouloir nier cette réalité. Voilà, donc j'en reste là et puis on en reparlera dans les questions.